Dans les gorges isolées, une vieille structure d'acier se dresse comme une sentinelle. Pour la petite ville au-delà, le pont de la vallée est plus qu'un simple passage. C'est une artère vitale, la seule voie d'évacuation possible. Alors qu'un incendie de forêt rugit à travers la vallée, un peintre de pont, connaissant intimement chaque rivet et chaque poutrelle, réalise que la seule façon de sauver sa communauté est un acte de destruction calculé. Si vous aimez les récits de sacrifice et d'ingéniosité face au désastre, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour plus d'histoires captivantes. Le soleil du mois d'août cognait sans pitié sur la structure d'acier du pont de la vallée, faisant onduler l'air au-dessus du métal peint en rouge. Pour Antoine Tony Dubois, 62 ans, chaque coup de pinceau était une routine, une méditation silencieuse. Il sentait la chaleur à travers les semelles épaisses de ses bottes de travail, une chaleur familière qui lui rappelait ses 40 années passées sur ce géant de fer. Il connaissait ce pont comme les rides de sa propre main, chaque rivellage qui vibrait au passage d'un camion, chaque section où la rouille revenait inlassablement comme une mauvaise herbe, chaque gémissement de la structure lorsque le vent s'engouffrait dans la gorge. Il avait commencé ici comme apprenti, un jeune homme de 18 ans au corps sec et nerveux, grimpant sur les treillis vertigineux avec l'agilité insouciante d'un jeune chamois, le vertige dompté par la nécessité de gagner sa vie. Aujourd'hui, ses mouvements étaient plus lents, plus délibérés, ses articulations protestaient à chaque flexion, mais son expertise était inégalée. Il était le gardien silencieux de cette liaison vitale, la seule artère reliant la petite ville endormie de Valbois au monde extérieur, perchée au-dessus d'une gorge profonde où la rivière Serpent serpentait paresseusement, un ruban d'argent au fond du canyon. La vallée, habituellement havre de paix d'un vert luxuriant, portait les stigmates d'une sécheresse exceptionnelle qui durait depuis des mois. L'herbe, normalement grasse et souple, était jaune et cassante, craquant sous ses bottes comme du verre. Les feuilles des chênes et des châtaigniers qui tapissaient les flancs de la gorge pendaient mollement, leurs bords recroquevillés et bruns. L'air lui-même semblait assoiffé, vibrant d'une tension sèche et électrique. Tony avait senti l'odeur pour la première fois en début de matinée, une note âcre et inhabituelle qui se mêlait au parfum familier de la rouille, de la peinture fraîche et de la résine des pins. Au début, il l'avait ignorée, la mettant sur le compte d'un feu de camp mal éteint par des randonneurs imprudents, une nuisance fréquente en cette saison. Mais l'odeur avait persisté, s'intensifiant au fil des heures, jusqu'à ce qu'un voile de fumée bleutée, presque invisible au début, commence à teinter l'horizon à l'ouest, brouillant la ligne nette des crêtes des monts de l'Ours. Les nouvelles, quand elles arrivèrent par le grésillement de sa vieille radio à transistor posée sur un baril de peinture, étaient alarmantes. Un incendie de forêt, déclenché la veille par un éclair sur les crêtes arides, progressait à une vitesse terrifiante, alimenté par des vents secs et violents qui soufflaient des terres intérieures. Les autorités locales, dont les moyens étaient dérisoires face à l'ampleur du désastre, avaient lancé un appel à l'aide régionale, mais les renforts mettraient des heures, peut-être des jours, à arriver. Tony posa son pinceau et se protégea les yeux de sa main calleuse pour regarder vers l'ouest. L'ombre rouge n'était plus une simple teinte à l'horizon. C'était maintenant un monstre tangible, un nuage bouillonnant qui s'élevait haut dans le ciel, cachant le soleil et transformant la lumière du jour en une lueur apocalyptique de teintes orangées et brunes. Il n'était pas un expert en incendie, mais son instinct de montagnard, une sagesse héritée de générations d'hommes qui avaient vécu dans cette vallée, lui disait que celui-ci était différent. Plus rapide, plus féroce, plus affamé. Le pont sur lequel il travaillait était bien plus qu'une structure d'acier. Pour Valbois, niché dans un cul-de-sac géographique, c'était la seule artère vers la sécurité. La route alternative était un chemin de montagne sinueux et traître, à peine plus qu'une piste forestière, impraticable pour un exode massif de voitures et de camions. Si le feu atteignait le pont, non seulement il serait probablement détruit, coupant Valbois du monde, mais il pourrait aussi sauter par-dessus la gorge, qui agissait comme un coupe-feu naturel, encerclant la ville et piégeant ses 800 habitants. Tony ressentit un poids sur ses épaules, un fardeau plus lourd que ses pots de peinture. Il connaissait ce pont mieux que quiconque sur cette planète. Il en connaissait la force, l'élégance de sa conception, mais aussi ses faiblesses cachées, les contraintes de sa structure en treillis, les points névralgiques où une rupture bien placée pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour la structure entière. Une idée commença à germer dans son esprit, une idée audacieuse, désespérée, terrifiante. Une idée qui pourrait sauver Valbois ou la condamner à jamais. Il devait détruire son pont. Le pont de la vallée était une œuvre d'ingénierie du début du XXe siècle, une structure en treillis d'acier riveté, une cathédrale de métal typique de son époque. Long de près de 300 mètres, il s'arc-boutait au-dessus de la gorge, ses poutres entrecroisées formant un réseau complexe de triangles, une démonstration de force et d'élégance industrielle. Tony avait passé des milliers d'heures suspendues à ses flancs, à l'inspecter, le nettoyer, le peindre. Il connaissait l'emplacement exact de chaque rivet, la tension de chaque membrure, le léger jeu de chaque connexion qui témoignait de l'âge de la structure. Il savait que sa conception, bien que robuste et ayant résisté à près d'un siècle d'intempéries, avait un point faible inhérent, un talon d'Achille que seuls les ingénieurs de l'époque et lui-même connaissaient vraiment,
les deux membrures de compression principales au centre de la travée principale. Ces lourdes poutres en H, qui couraient horizontalement au sommet de la structure, supportaient une part écrasante de la charge et étaient stabilisées par un réseau de contreventements plus léger, des barres diagonales et verticales qui distribuaient les forces à travers tout le treillis. Tony avait passé des heures à étudier les plans originaux, des parchemins bleuis et fragiles conservés dans les archives de la mairie. Il avait compris la logique du concepteur. Une rupture bien placée dans l'une de ces membrures de compression, surtout si elle était combinée à la section de plusieurs contreventements adjacents, pourrait entraîner une redistribution massive et instantanée des forces, provoquant un effondrement en cascade de toute la section centrale. Ce n'était pas une information accessible au grand public, ni même aux autorités locales. C'était le secret du pont, une vulnérabilité cachée que seul un œil exercé et une connaissance intime de sa structure pouvaient dévoiler. La menace de l'incendie devenait de plus en plus tangible, de plus en plus pressante. La fumée avait maintenant une odeur âcre et piquante qui irritait la gorge, et des cendres chaudes, certaines encore incandescentes, commençaient à tomber comme une neige noire, se déposant sur la peinture fraîche. Tony pouvait entendre le rugissement lointain des flammes, un son sinistre qui se rapprochait inexorablement, un grondement de bête affamée. Il avait contacté les autorités par sa radio de chantier, essayant d'expliquer son idée, son plan désespéré, à un opérateur lointain et sceptique. Mais ses paroles avaient été accueillies avec incrédulité et un rejet poli mais ferme. « Monsieur Dubois, nous apprécions votre inquiétude, mais nous avons des équipes professionnelles sur place. La priorité est l'évacuation de Valbois par la route nord. Nous ne pouvons en aucun cas envisager de détruire une infrastructure publique. C'est hors de question. » Les mots du responsable de la sécurité résonnaient encore dans sa tête, un mélange de condescendance bureaucratique et d'incompréhension totale de la réalité du terrain. Il ne comprenait pas. Assis dans leur bureau climatisé à des dizaines de kilomètres de là, ils ne voyaient pas ce qu'ils voyaient, la vitesse terrifiante du feu, la configuration de la vallée qui agissait comme un entonnoir, l'impossibilité d'une évacuation rapide par la route alternative. Ils allaient être pris au piège, et ils ne le savaient même pas. Tony regarda autour de lui. Son camion de travail, un vieux Ford rouillé mais fiable, était garé à l'extrémité du pont, sa benne contenant tout son arsenal, des outils de coupe, des chalumeaux oxyacétyléniques, des cordes, des poulies, des masses. Tout ce dont il avait besoin pour mettre son plan à exécution. Il n'avait plus de temps à perdre. Les flammes léchaient déjà les flancs de la gorge à moins d'1 kilomètre, et la chaleur devenait intense, faisant vibrer l'air. Il devait agir seul, en se fiant à son instinct, à son expérience et à sa connaissance intime du vieux pont. Le salut de Valbois reposait sur une décision impossible et sur la précision de ses gestes. Il prit une profonde inspiration, le goût âcre de la fumée emplissant ses poumons. Il était un simple peintre de pont, mais aujourd'hui, il allait devoir devenir un démolisseur, un saboteur, et peut-être, si tout se passait bien, un sauveur. Chaque mouvement de Tony était maintenant guidé par une urgence froide et calculée, une précision née de la certitude absolue de devoir agir. Il n'y avait plus de place pour l'hésitation ou le doute. Il descendit de la section du tablier où il travaillait, ses pas lourds résonnant sur le platelage métallique avec un son creux et funèbre, et se dirigea d'un pas rapide vers son camion. Il ouvrit la benne avec un grincement de métal rouillé et commença à sortir son matériel. Son vieux chalumeau oxyacétylénique, un outil lourd et puissant avec ses 2 bouteilles d'oxygène et d'acétylène sanglées sur un diable, était son instrument principal. Il vérifia les manomètres, s'assurant qu'il avait suffisamment de gaz pour le travail délicat et exigeant qu'il s'apprêtait à accomplir. Il sortit également une lourde masse de 10 kilos, une barre à mine longue d'1,50 m, et une caisse à outils contenant une sélection de clés et de douilles de différentes tailles. Son plan était précis, gravé dans son esprit comme les plans du pont l'étaient sur le papier. Il devait affaiblir stratégiquement les 2 membrures de compression principales situées au centre de la travée principale, juste au-dessus du point le plus profond de la gorge. Pour ce faire, il allait utiliser le chalumeau pour créer des encoches profondes et précises dans l'acier, réduisant ainsi leur résistance structurelle de manière significative. Ensuite, il allait sectionner plusieurs contreventements clés pour isoler davantage ces membrures affaiblies, créant une zone de faiblesse délibérée. L'idée n'était pas de couper complètement les poutres, ce qui pourrait entraîner un effondrement imprévisible et dangereux. Il s'agissait de créer des points de rupture précis qui céderaient sous la contrainte du propre poids du pont, provoquant un affaissement calculé de la section centrale, suffisamment important pour bloquer le passage du feu au sol et créer un pare-feu naturel et infranchissable. Le temps était son ennemi le plus redoutable. La fumée s'épaississait de minute en minute, rendant la visibilité de plus en plus difficile et irritant ses yeux. La chaleur radiante de l'incendie était maintenant palpable, une présence physique qui le faisait transpirer abondamment sous sa combinaison de travail. Il entendait des crépitements et des sifflements dans la forêt en contrebas, signe que le feu se rapprochait rapidement. Il travailla avec une efficacité méthodique, chaque geste appris et répété des milliers de fois. Il installa son chalumeau, vérifia les connexions,
et alluma la flamme. Le jet bleu vif cracha avec un rugissement, un son puissant qui contrastait avec le silence oppressant de la vallée. Il commença à découper l'acier de la première membrure, le métal hurlant sous l'assaut de la chaleur intense, projetant des gerbes d'étincelles incandescentes qui dansaient dans la fumée. La chaleur était insoutenable, le forçant à reculer régulièrement pour se protéger le visage. L'odeur du métal en fusion se mêlait à celle de la fumée, créant un parfum d'apocalypse. Il devait travailler vite, mais avec une précision d'horloger. Une coupe trop profonde ou mal placée pourrait compromettre son plan et rendre son sacrifice inutile. Il se concentra, son regard fixé sur le point précis où la flamme rencontrait l'acier. Il connaissait l'épaisseur du métal, la quantité de matière qu'il devait enlever. C'était un travail d'orfèvre, exécuté dans des conditions extrêmes. Après de longues minutes qui lui parurent des heures, il passa à la deuxième membrure. Le processus était le même, lent, exigeant et épuisant. Ses bras commençaient à trembler sous l'effort et la chaleur. Il devait faire des pauses courtes mais régulières pour reprendre son souffle et se réhydrater avec l'eau tiède de sa gourde. Pendant ce temps, il surveillait constamment l'approche du feu, guettant les signes d'une accélération soudaine. Il savait qu'il jouait contre la montre et que le temps était en train de lui échapper, chaque seconde le rapprochant du moment où le feu atteindrait le pont. Les encoches étaient faites. 2 profondes entailles dans le ventre d'acier des 2 membrures principales, 2 blessures mortelles qui réduisaient leur section de plus de moitié. Tony savait que c'était suffisant. Sous la contrainte du propre poids du pont et de la tension des câbles, ses poings affaiblis céderaient. Maintenant, il fallait isoler ces sections en coupant les contreventements adjacents pour finaliser la création de la zone de rupture. Il rangea le chalumeau, ses mains tremblant à cause de la fatigue, et saisit sa lourde barre à mine. Utilisant son expérience et sa connaissance de la structure, il localisa les points précis où les contreventements étaient les plus vulnérables, là où il pouvait exercer un effet de levier maximal. Avec des efforts répétés, des grognements de douleur et de détermination, il tordit et cassa les fines barres d'acier des contreventements, les sectionnant de la structure principale. Le métal grinça, gémit, protesta, chaque rupture envoyant des vibrations inquiétantes dans toute la charpente. Il pouvait sentir le pont réagir sous ses pieds, se tordre légèrement, comme une bête blessée qui sent sa fin approcher. La fumée était maintenant si dense qu'elle lui piquait les yeux et lui faisait suffoquer. La chaleur était devenue insoutenable, comme s'il se tenait devant la gueule ouverte d'un four géant. Il pouvait entendre le rugissement de l'incendie tout proche, le craquement assourdissant des arbres qui s'embrasaient, le souffle puissant du vent qui attisait les flammes. Il savait que le feu atteindrait le pont dans quelques minutes, peut-être moins. Il fallait se mettre en sécurité. Il avait préparé une longue corde de sécurité qu'il avait attachée à une section solide de la structure à l'extrémité du pont, loin de la zone de rupture. Il la déroula le long du tablier, se dirigeant en courant vers son camion. Il devait être suffisamment loin pour être protégé de l'effondrement et des projections de débris. Alors qu'il atteignait son véhicule, il jeta un dernier regard en arrière. Le pont se dressait toujours, une silhouette sombre et familière dans le voile de fumée rougeoyante, un vieil ami qu'il était sur le point de sacrifier. Il pouvait presque entendre ses gémissements silencieux, sentir sa tension intérieure, comme s'il se préparait à mourir. Il monta dans son camion, démarra le moteur dans un nuage de fumée noire, et recula de plusieurs dizaines de mètres, se garant sur la route qui menait à Valbois. De là, il avait une vue dégagée sur le pont et la vallée. Il coupa le moteur et attendit, le cœur battant la chamade, les mains moites sur le volant. Le feu apparut enfin, une vague de flammes orange et noire déferlant sur la végétation sèche au pied de la gorge, progressant à une vitesse terrifiante. La chaleur devint encore plus intense, et Tony dut se couvrir le visage avec son bras. Il regarda le feu lécher les piliers du pont, la fumée s'enrouler autour de la structure d'acier comme un linceul. Puis, cela se produisit. Lentement au début, presque imperceptiblement. La travée centrale du pont commença à s'affaisser légèrement, comme si elle prenait une profonde inspiration. Puis, le mouvement s'accéléra. Un craquement sourd et profond retentit, suivi par un gémissement strident de métal déchiré. Les membrures affaiblies avaient cédé. La section centrale du pont de la vallée se plia sur elle-même, la structure en treillis se tordant et se brisant dans un fracas assourdissant. Des tonnes d'acier s'effondrèrent dans la gorge, soulevant un nuage de poussière et de débris. L'impact au fond du canyon fut énorme, secouant le sol comme un petit tremblement de terre et envoyant des ondes de choc dans l'air. Tony regarda, le souffle coupé, les larmes aux yeux. Son plan avait fonctionné. Le pont était tombé, créant une barrière infranchissable entre le feu et Valbois. Son vieil ami était mort, mais la ville allait vivre. L'effondrement du pont de la vallée ne fut pas seulement la destruction d'une structure, ce fut la création d'un obstacle monumental et providentiel. Les tonnes d'acier tordu et de rivets arrachés s'étaient abattues dans la gorge, formant un chaos de métal emmêlé,
un rempart infranchissable de plusieurs mètres de haut. Des poutres massives, tordues comme des brindilles, gisaient enchevêtrées, leur extrémité pointant vers le ciel comme des doigts accusateurs. Des plaques de tablier déchirées étaient pliées et tordues, formant des creux et des pics dans le paysage nouvellement créé. La poussière et les débris retombaient lentement, recouvrant tout d'une fine pellicule grise, comme un linceul de cendre. Tony observa le résultat de son acte désespéré, le cœur lourd mais l'esprit clair. Le feu atteignit les bords de la gorge, léchant les roches et la végétation restante avec une fureur impuissante. Mais il s'arrêta là. La barrière de métal, bien qu'en partie chauffée par les flammes jusqu'à devenir rougeoyante, ne pouvait pas brûler. Elle était trop massive, trop dense pour être consumée rapidement. La chaleur intense de l'incendie ne pouvait pas traverser cette masse compacte d'acier. Le pont effondré agissait comme un gigantesque pare-feu, un coupe-feu improvisé mais d'une efficacité redoutable, stoppant la progression des flammes au sol. La fumée, cependant, continuait de monter, épaisse et noire, portée par le vent vers Valbois. Tony craignait que la ville ne soit toujours touchée par la fumée et les cendres, mais le danger immédiat et mortel d'être englouti par les flammes était écarté. Il contacta à nouveau les autorités par radio, sa voix maintenant plus assurée, presque détachée. Il décrivit ce qu'il avait fait, expliquant la faiblesse structurelle du pont, la théorie derrière son plan et la manière dont il avait exploité cette connaissance pour provoquer un effondrement contrôlé. Au début, il y eut un silence incrédule et stupéfait de l'autre côté de la ligne. Puis, la voix du responsable de la sécurité revint, cette fois sans la moindre trace de condescendance, mais teintée d'un respect forcé. « Monsieur Dubois, nous recevons des rapports visuels de nos unités aériennes. Le pont est effectivement effondré. Nous sommes en train d'évaluer la situation. Restez sur place, nous envoyons une équipe vers vous. » Tony attendit. Des hélicoptères bombardiers d'eau commencèrent à survoler la zone, leurs rotors brassant la fumée, larguant des tonnes d'eau sur les flancs de la gorge pour contenir les derniers foyers. Il vit des équipes d'intervention se déployer sur les hauteurs, examinant l'étendue des dégâts. Lentement, la nouvelle de son acte se répandit. Les habitants de Valbois, qui avaient été évacués vers un refuge temporaire à l'extérieur de la ville, apprirent comment un simple peintre de pont avait pris une décision impensable pour les sauver. Leurs réactions furent un mélange de choc, d'incrédulité et d'une immense gratitude. Tony Dubois, l'homme tranquille qu'ils croisaient tous les jours sans vraiment le remarquer, était devenu leur héros improbable. Au fil des heures, le feu continua de brûler de l'autre côté de la gorge, mais il ne traversa pas. Le mur de métal tenait bon, une cicatrice sombre et tordue dans le paysage, mais une cicatrice qui témoignait d'un acte de courage et de sacrifice. Les équipes d'évaluation des dommages arrivèrent sur les lieux. Des ingénieurs en génie civil examinèrent attentivement les restes du pont, étudiant les points de rupture, analysant la structure. Ils confirmèrent l'intuition de Tony, son expertise unique qui lui avait permis de comprendre comment abattre le géant d'acier avec une précision chirurgicale. Les jours qui suivirent l'incendie furent un tourbillon d'attention pour Tony Dubois, une tempête médiatique à laquelle il n'était absolument pas préparé. Les médias affluèrent à Valbois, transformant la petite ville endormie en un cirque de camions satellites et de journalistes avides d'histoire. Ils voulaient tous interviewer le peintre de pont devenu un héros du jour au lendemain. Les chaînes de télévision nationales rapportèrent son histoire en boucle, la présentant comme un exemple de courage, d'ingéniosité et d'esprit d'initiative face à l'adversité. Les habitants de Valbois l'acclamèrent, organisant une cérémonie improvisée sur la place de la mairie pour le remercier de son sacrifice. On parla de reconstruire le pont, de le renommer en son honneur. Mais Tony restait en retrait, mal à l'aise et presque agacé sous les projecteurs. Il était un homme simple, un homme de l'ombre, habitué à l'anonymat de son travail en hauteur. Il avait agi par nécessité, poussé par son amour pour sa ville et sa connaissance intime du pont. Il ne se considérait pas comme un héros. Il avait simplement fait ce qu'il pensait être juste, ce que la situation exigeait. Les ingénieurs continuèrent leur évaluation des débris du pont. En examinant attentivement les sections rompues et en menant des analyses métallurgiques, ils découvrirent quelque chose d'inattendu. Des traces de corrosion avancée et de fatigue du métal dans des zones critiques, des faiblesses structurelles qui n'étaient pas apparentes lors des inspections visuelles habituelles. Il apparut que le pont de la vallée était en bien plus mauvais état qu'on ne le pensait, et qu'il aurait probablement fini par s'effondrer de toute façon dans un avenir plus ou moins proche, peut-être sous le poids d'un bus scolaire ou d'un camion lourd. L'action de Tony, bien que radicale, avait peut-être non seulement sauvé la ville de l'incendie, mais avait également évité une future catastrophe humaine. Cette découverte renforça encore le statut de Tony en tant que sauveur de Valbois. Son acte n'était plus seulement un sacrifice audacieux, mais une intervention providentielle, un acte de prescience. Malgré toute l'attention et les éloges, Tony retourna à son travail dès que possible. Il grimpa sur les restes du pont, sur les sections encore debout, inspectant les dégâts, planifiant déjà la reconstruction.
Il savait que la tâche serait longue et difficile, mais il était prêt à la relever. Le pont de la vallée était plus qu'un simple travail pour lui. C'était une partie de son histoire, une extension de lui-même, un vieil ami qu'il avait dû abattre pour protéger sa famille. Alors que le soleil se couchait sur la vallée, peignant le ciel de teintes rouges et orangées similaires à celles de l'incendie qu'il avait contribué à stopper, Tony se tenait au bord de la gorge, contemplant le vide. Le pont n'était plus là, mais dans le silence de la vallée, il pouvait presque entendre les murmures reconnaissants des habitants de Valbois. Il était un simple peintre de pont, mais son acte avait prouvé que même la personne la plus ordinaire, armée de sa connaissance, de son courage et de son amour pour sa communauté, pouvait accomplir des choses extraordinaires et changer le cours de l'histoire. Le héros silencieux de la vallée avait peint une nouvelle perspective sur le sacrifice et la communauté.